Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 6 décembre. Au sommaire aujourd'hui, on vous parle de Saint-Cergue qui promet une offre touristique. 4 saisons sur notre plateau. Florent Cavalieri, notre spécialiste en politique, reçoit 2 membres de l'exécutif, à savoir Paul Ménard, syndic de Saint-Cergue, mais également Muriel Archer-Galibourg, municipal. Ensuite, on parlera avec vous, Byron Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert du mental, hypnotiseur, et vous nous présentez aujourd'hui votre spectacle au Théâtre du Léman, qui aura lieu le jeudi 7 décembre. On est ravis d'être en votre compagnie. On fait un petit peu Barbie et Ken, je trouve. Là. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, hein. Il y a un petit air. De ton côté, Alexandre, où es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Oui, Andrea, regarde, je suis sur la glace, j'ai chaussé les patins et puis j'ai même mis la casquette aux couleurs de l'USTS Hockey Club avec Bernard Ditsov. Bonjour Bernard. Salut Alex. Alors Bernard, vous êtes le vice-président de ce club. Regarde cette glace éphémère. Bah oui, ça y est, hein, c'est la saison de hockey bien sûr qui a commencé. Andrea, les Renards d'ailleurs, la première équipe de l'USTSHC va disputer un match amical ce soir face à Plan-les-Ouates. Et puis on va discuter de ça, des actualités du club et surtout du fait que, Bernard, c'est la dernière saison que cette glace ici est installée devant le château de Coppet, puisque l'année prochaine ce sera à la piscine patinoire qui est en pleine construction. Qu'est-ce que ça change pour l'USTSHC? Eh bien réponse tout à l'heure, nous on va frapper quelques pucks. Oui, bien sûr, on va c'est marquer parti. quelques goals. Très bien Alexandre, à tout à l'heure, ça fait plaisir de te voir sous ce beau ciel bleu. À présent, départ à Saint-Cergue, mais surtout en plateau en compagnie de nos invités. Florian, le plateau est à vous. Muriel Archer-Galibourg, Paul Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement municipal en charge du tourisme et syndic de la commune de Saint-Cergue. On va revenir sur la séance du conseil d'hier, puisqu'un préavis très important pour votre collectivité a été accepté par le conseil. Il s'agissait d'accepter une demande d'un crédit d'études de 60 000 francs pour la réalisation d'une stratégie touristique 4 saisons. Muriel Archer-Galibourg, quel était l'objet de ce préavis? Qu'est-ce qu'il s'agissait d'accepter pour les conseillers? Alors, l'objectif, c'est clair que Saint-Cergue est confronté à des défis aujourd'hui, surtout à cause de la changement climatique, ça c'est clair. Et depuis, il y a des gens qui connaissent mieux que moi l'historique de Saint-Cergue. Il y a une grande histoire au niveau tourisme. À l'époque, depuis des années, il y a un déclin. C'est bien clair. Moi, j'habite à Saint-Cergue depuis 19 ans. Et puis, même dans ce temps très court, je vois comment les choses ont vraiment n'ont pas amélioré, en fait, descendu au niveau de les offres, les prestations, etc. Donc, c'est clair que c'est important pour la commune d'essayer de rétablir et de réhabiliter le tourisme. Voilà, c'est-à-dire vous partez d'un constat. Saint-Cergue n'est plus la station touristique qu'elle a été. Les fermetures d'établissements se succèdent. Oui. Il y a des irrégularités dans l'enneigement, une diversification insuffisante de l'offre touristique, enfin une concurrence accrue d'autres destinations alpines. Il s'agissait donc de mandater une entreprise pour réfléchir à une stratégie sur les 4 saisons de l'année, voire même sur la saison hivernale, en temps s'il y a un manque de neige. C'est ça, Paul Ménard. Ouais, exact. Et puis, depuis de nombreuses années, comme l'indique Muriel, on est dans une situation de déclin et aussi dans une situation où la commune de Saint-Cergue investit chaque année des centaines de milliers de francs pour supporter le tourisme à fond perdu. Maintenant, la réflexion que nous avons maintenant, puis qu'on a eue, c'était de dire, maintenant, le tourisme, c'est une branche de l'économie qui doit profiter. Alors, l'expression de Muriel, c'est « profitons d'une période de crise pour en avoir des opportunités », puis il faut rester maintenant optimiste. C'est la raison pour laquelle on a choisi, avec d'autres partenaires, avec une collaboration de Région Nyon, une société zurichoise, bernoise, Antier Consulting, qui a fait, par exemple, la stratégie de développement touristique du Valais, du canton de Berne, d'Interlaken, du tourisme de Berne, de Lec, de Zurich, de Bâle, entre autres, Crans-Montana. Donc, on a pris quand même des gens de haut niveau, parce que nos attentes aussi sont quand même ambitieuses.
Voilà, c'est là qu'on revient sur le conseil d'hier, puisque évidemment ce préavis a engendré beaucoup de débats. Il faut préciser que la commission des finances était pour votre préavis. Par contre, la commission ad hoc dédiée au tourisme était contre. Les 5 membres ont déjà tiqué, on va le dire comme ça, sur l'entreprise qui a été sélectionnée, en disant qu'elle était trop éloignée finalement de la région, que c'était des citadins et que quelque part, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. C'est ça? Justement, d'abord, ils avaient dit que c'était un bureau qui ne se spécialise pas dans le tourisme, qui était... Pour moi, j'ai vu ça comme les fausses nouvelles, dans le sens que, comme Paul Menard vient de dire, que ce bureau a fait énormément de mandats dans le tourisme. Bien sûr, une grande partie en Suisse alémanique, mais quand même, il y en a en Valais également. Et il y a énormément d'expérience, y compris les hôtels, les remontées mécaniques, c'est-à-dire les opportunités à peut-être chercher pour réutiliser les remontées mécaniques. Il y a plein de différentes expériences parce qu'il y a la partie hôtelière, stratégie, et puis il y a une autre partie infrastructure. Donc, c'est un bureau avec lequel on devrait aller. Également, alors, il y avait d'autres points négatifs, disons que le fait qu'ils ne sont pas d'ici, ils ne vont pas nous comprendre, mais ça peut amener également. Récemment, on était le Nyon Région Tourisme, il y avait une soirée d'information. Il parlait justement qu'il y a de plus en plus de clientèle qui vient de Suisse alémanique dans cette région. Donc, ça c'est bien d'avoir un regard de qu'est-ce qu'ils s'attendent, les touristes qui viennent de cette partie de la Suisse qui arrivent ici dans notre région. Donc, il y a d'autres... Il y avait plein de points négatifs que j'ai vus depuis la commission de tourisme, mais honnêtement, je pense que les arguments n'étaient pas très solides. Parce qu'en toile de fond, Paul Menard, il s'agit de revitaliser le village de Saint-Cergue, d'en faire, j'allais dire, une vraie ville, et puis d'attirer les investisseurs. Et sans investisseurs, sans offres pour épauler ces investisseurs, eh bien, ils ne viennent pas. Exactement, je prends le projet qui a été démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant sur la modification du plan partiel d'affectation du cas de la Gévrine, qui permet maintenant la construction d'un hôtel de 5000 m², 60 chambres, mais pour que des investisseurs, parce qu'on parle d'investissement de 25 à 30 millions, pour que les investisseurs mettent autant d'argent, s'il n'y a pas de stratégie de la commune, il y a plein d'endroits ailleurs où investir. Mais si nous, on n'a pas fait notre, je vais utiliser une expression anglaise, notre homework, ils ne vont pas venir. Puis là, je parle de la Gévrine, mais il y a aussi d'autres terrains sur lesquels il y a des possibilités. Je prends Basse-Ruche. Basse-Ruche, c'est un terrain qui fait 60 000 m². Aujourd'hui, Basse-Ruche rapporte à la commune, en loyer, 1270 francs par mois. Pour vous dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter, de dire maintenant, on réfléchit, et puis on doit définir, on doit avoir un plan, puis c'est ça qu'on a demandé dans le cahier des charges aux autres sociétés. Donnez-nous un plan d'action pour en finir avec la logique de défaite en effet jusqu'à la défaite finale. Et puis aujourd'hui, le message qu'on veut donner à la population de Saint-Cergue, c'est de dire non, maintenant, il faut être optimiste, il faut regarder vers l'avenir, et puis c'est là qu'on va. Et regarder vers l'avenir, ça passe par des investissements, notamment le centre du Vallon, de lui redonner un nouveau visage, de faire en sorte qu'il puisse finalement que les citoyens de Saint-Cergue puissent se l'approprier un peu plus. Ça passe aussi par le développement de l'offre des services. Alors là, il y a un médecin qui est venu s'installer, mais vous aimeriez bien développer cette offre médicale encore plus. Oui, parce que on est dans une société qui va de plus en plus vers la consommation locale ou des services locaux. Si on veut être une commune
vivante. Hein, c'est ce qu'on veut être, cette municipalité. On le dit souvent, on veut être une commune vivante, pas une commune dortoir. Ça prend des services. On a des demandes de vétérinaires qui cherchent des places. On a des demandes de dentistes qui cherchent une place. On a déjà un médecin. On vient d'ouvrir une boucherie il y a 2 semaines. Donc, c'est ça, c'est qu'on veut vraiment revitaliser la vie économique de Saint-Cergue pour en faire une commune où les gens se disent « Je viens là parce qu'il y a des services, parce qu'il y a des commerces, parce que la commune bouge. » Puis ça, c'est l'objectif. Puis notre, on va dire, hier, il y avait... On a 3 axes de développement. Nous, on veut remettre à jour la commune. Les axes sont renforcer l'administration puis sa capacité de gestion. La deuxième axe, encore, c'est ma collègue qui s'en occupe, entre autres, c'est mettre à jour les infrastructures. Routes, évacuation des eaux, eau potable. Troisième axe, comme je dis, c'est celui de définir les stratégies de demain. Et demain, justement, Muriel Larcher-Galibourg, ce sera quoi pour Saint-Cergue? Quelles sont les priorités, justement, de Saint-Cergue? Peut-être des investissements? Est-ce que vous attendez vraiment que cette étude soit faite pour définir le nouveau visage de Saint-Cergue? Si vous parlez de tourisme, oui, justement, c'est clair qu'on attend cette stratégie. Comme Paul vient de dire, il y a l'autre priorité qui sont également, je suis responsable pour l'eau et l'eau usée. Donc, ce sont les grands investissements qui sont exigés par nous, mais également par l'APEC, par exemple, parce qu'on est toujours en zone, c'est-à-dire unitaire pour l'eau usée. Donc, on a énormément d'investissements à venir. Mais en revenant sur le tourisme, c'est clair qu'on attend surtout pour cette étude, parce que, comme Paul a dit, on a des terrains communaux qu'on veut voir s'il y a d'autres manières d'exploiter ou comment on avancer avec tout ça. Donc, il y a beaucoup de questions on se pose en municipalité et on n'avance pas parce qu'on disait « Oui, mais si on fait ça, est-ce que ça... » Parce qu'il faut avoir cette feuille de route et c'est ça qui manque, cette planification. C'est vraiment ça qui est difficile pour nous en municipalité. On n'a pas de ligne directrice. Et je pense qu'avec cette stratégie, ça va nous aider immédiatement. Mais également, ce que je dis est que pour les législations qui suivent, c'est-à-dire les municipaux qui arrivent à la suite, s'il y a déjà quelque chose, on voit la route quand on est déjà en train de suivre, ça va aider au lieu de venir choisir chaque fois on arrive. Moi, je ne suis pas experte du tout en tourisme. J'arrive et alors, vous êtes responsable pour le tourisme. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je dois peut-être un petit projet là, un petit projet là, mais il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien qui sont développés vraiment comme quelque chose en silo, vraiment individuellement. Et c'est ça qu'on veut, une cohérence, quelque chose qui arrive, qui peut amener nous tous dans une direction, une vision. Et c'est ça qui manque. Et c'est très important pour la commune. Ben voilà, une vision, une feuille de route pour développer le village et puis revoir l'offre touristique. Paul Ménard, peut-être un dernier mot sur le budget 2024 qui présente un excédent de charge de 331 000 francs pour des revenus d'environ 16 millions de francs et une marge d'autofinancement négative de 70 000 francs. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les finances de Saint-Cergue en vue des investissements écoutez, de ce que vous prévoyez pour le village? Nous, on a, au cours des 3 dernières années, donc 2022, on a fini avec un surplus budgétaire d'1 540 000. 2021, on a fini avec un surplus d'1 440 000. Puis l'autre année avant, à peu près 800 000 aussi de surplus budgétaire. Donc, on est aujourd'hui avec un capital accumulé de 6,8 millions. Alors, évidemment qu'on a un plan des investissements ambitieux, mais nous, on aime bien l'ambition, hein, parce que ce plan ambitieux, il est nécessaire parce que nos infrastructures, elles ont vieilli, elles n'ont pas été renouvelées de manière systématique. Alors,
oui, il faut investir, mais cet investissement-là, il va rapporter à un moment donné. Puis en termes de santé financière de la commune, moi, sincèrement, pour l'instant, je ne suis pas particulièrement inquiet. Quand je vois d'autres communes qui peuvent investir zéro, ou presque zéro, puis que nous, on a un PDI, plan des investissements de plus de 5 millions pour 2024, 5 millions pour 2025, 3,8 millions pour 2026, ben, ça veut dire qu'on a quand même une vision relativement optimiste. Hein? Eh bien voilà, Paul Bénard, Muriel Archer-Galibourg, ce sera le mot de la fin. On va suivre ce programme et puis cette stratégie 4 saisons à Saint-Cergue. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une offre 4 saisons, très bien. Mais avant de laisser filer nos invités, peut-être une dernière question, Paul Bénard, Muriel Archer-Galibourg. L'ouverture des pistes de Saint-Cergue, elle est prévue pour quand? Actuellement, autant qu'il y a de la neige, c'est prévu le 26 décembre. Très bien. Rendez-vous donc le 26 décembre. Byron, est-ce que vous êtes un adepte des sports d'hiver? Un petit peu, oui. Un petit peu, eh bien peut-être l'occasion d'en faire dans un endroit que vous connaissez bien, c'est à Coppet, puisque vous habitez à Coppet. Et justement, je vous propose qu'on retrouve Alexandre sur place. Le puck est à toi. Bon Bernard, alors là, on est mercredi entre midi et 2. Il y a déjà des enfants, des renardos, des petites renardes qui sont en train de jouer ici. C'est qui occupe la patinoire là, les mercredis? Là, le mercredi à 7h06, c'est le hockey libre, donc tout le monde peut venir jouer. On n'a pas besoin d'être membre du club. Ouais. C'est libre pour tout le monde. D'accord. Bon alors comment ça va l'USTSHC? J'étais venu il y a de ça je pense une année, 2 ans. Pareil, on était là, on patinait sur la glace. Là, on a le soleil par contre, ça c'est bien. Oui, on a de la chance. Comment ça va, Bernard? Comment va l'USTSHC? Écoute, le club se porte toujours bien. On a toujours 120 membres à peu près. On ne peut pas en prendre plus pour l'instant. Donc, bon, cette année, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a eu pas mal de pluie. On a dû annuler quelques entraînements. Ouais. Et on espère, mais non, le soleil est de retour, que tout aille le mieux. Ouais. Alors, justement, cette saison a débuté. Alors, on rappelle, l'USTSHC, c'est vraiment club familial. Vous bénéficiez de cette petite patinoire éphémère qui est installée au château de Coppet tous les ans. Pas de compétition, pas de ligue. Ça reste vraiment le plaisir de se retrouver entre amis, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs petites patinoires, donc on appelle ça le fun hockey quand on joue ici. Donc on fait des matchs amicaux parce que ce n'est pas des normes suisses ou comme ça, donc on ne peut pas faire de championnat. Ouais. Donc j'organise des petits matchs, des tournois avec les enfants ou bien les vétérans ou les filles ce soir. Oui. Qui ont un match ce soir contre Plan-les-Ouates. Ouais. Donc les filles, cette équipe a été fondée il y a à peu près 4 ans maintenant. Ouais. Donc c'est beaucoup de mamans de joueurs ou de femmes de joueurs du club. Mais voilà. Oui, alors c'est ça, mais c'est fou, c'est vrai que la particularité de l'USTSHC, c'est qu'il y a vraiment cette équipe féminine, cette équipe de renardes, qui est là depuis 4 ans, puis qui est un peu, comment dire, la figure, on va dire, de ce club. Hein. Oui, alors ça nous a redonné une nouvelle jeunesse, on peut dire, beaucoup de dynamisme, parce qu'elles sont très passionnées par ce jeu, c'est vraiment incroyable. Ouais. Je les entraîne, donc je peux vous dire qu'elles progressent énormément. Ouais. Elles sont tout le temps là et ça a créé une ambiance fantastique pour le club. Ça, c'est un changement vraiment bénéfique. Ouais. Il y a du coup un engouement féminin pour le hockey, spécialement à Coppet. Oui, au début ici, il y a eu l'engouement parce que personne ne connaissait le hockey à Coppet. Quand on a commencé le club, il y a eu les enfants qui ont commencé. C'était l'engouement déjà général. Maintenant, c'est les femmes. Et puis voilà, à Genève, il y a 3 clubs qui sont dynamiques. Dont plusieurs filles jouent aussi des fois avec Mérin parce qu'il y a la grande patinoire. Et oui, ça se développe de plus en plus, le sport d'équipe féminine en général, le foot, le hockey. Alors, puisqu'on parle de développement du club, alors voilà, on va le voir derrière nous, ce château de Coppet, Bernard, parce que traditionnellement, l'USTSHC profite justement de cette petite patinoire éphémère ici, devant le château. Mais alors, c'est la dernière saison, parce qu'il y a cette patinoire qui est en train d'être construite dans ce complexe de piscine patinoire de Terre Sainte qui est en train d'être construit. Ça veut dire que dès l'année prochaine, fini la glace ici, c'est là-bas que ça va se passer. Effectivement, c'est la dernière saison ici. Donc on sera, même si ce n'est pas totalement fini tout le complexe, on aura la glace au Rojalais. On aura une surface de 800 mètres carrés. Couverte, donc avec de la qualité de glace incroyable. Donc ça veut dire que ça va être le double de ce que vous avez aujourd'hui en fait. Pratiquement le double, là on est à 480 je crois. Ouais. Et on aura donc 800 mètres carrés en plus avec des vestiaires, des douches. Donc on pourra faire
des tournois, beaucoup plus de matchs et prendre plus d'effectifs aussi. Parce qu'on a une demande forte, donc on est obligé de dire non. Mais vous êtes limité, là, ici. On est limité. L'année prochaine, je pense qu'on pourra prendre une vingtaine de plus. Et puis on pourra surtout faire beaucoup de choses parce que c'est couvert. Et on ne sera pas limité à cause de la pluie et tout ça. Oui, par contre limité pour la compétition, parce que la patinoire construite à Terre Sainte ne sera pas aux normes pour les ligues nationales de hockey en Suisse. Hein. Donc toujours pas de compétition, c'est pas un peu rageant quand même? Oui, on pourra faire, je pense, pour les petits. Oui. Parce qu'ils jouent sur des surfaces beaucoup plus petites. Après, oui, bien sûr, on sera limité toujours. Mais par contre, il y a un développement qui se fait pas mal, je pense, dans ce genre de grandeur de patinoire, 800 mètres. Parce que c'est du petit, mais c'est quand même grand. Ouais. Et on peut faire des trucs incroyables, je pense. Et ça va être fantastique pour le hockey. Ouais. Ça va amener encore un truc en plus. Et en plus, c'est couvert. Ça, c'est une qualité incroyable. Voilà. Et après, le but aussi, la saison sèche, c'est de faire du inline. Ouais. Donc, c'est la même chose que le hockey sur glace, mais en roulette, en inline. Et puis, on aimerait faire un club de inline, voir si ça prend. D'accord. Parce qu'on aura les surfaces là internationales de inline qui sont de 800 mètres carrés. D'accord. Ah, donc plein de belles choses pour l'avenir, pour 2024. On espère avoir cette surface pour la saison sèche aussi. Oui, et ben c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, Bernard, merci beaucoup de m'avoir fait chausser les patins et puis d'avoir fait ce petit tour voilà, en ce mercredi ensoleillé ici sur cette patinoire. Je vous souhaite déjà bonne saison, bon match ce soir. Et puis à très bientôt dans la prochaine patinoire de Terre Sainte. Merci Bernard. Merci. Merci Alexandre, très belle journée à toi. À présent, on expérimente le pouvoir de notre subconscient en compagnie de notre invité Byron Leon. Bonjour, on est ravis de vous recevoir avant votre spectacle qui est prévu le 7 décembre au Théâtre du Léman avec une très belle affiche, mais surtout un spectacle intitulé Fascination. On a revu un petit peu le concept, c'est ça ? Oui, en fait, d'une certaine manière, oui et non. L'idée avec mes spectacles, c'est toujours, contrairement aux spectacles d'hypnose traditionnels, où l'hypnotiseur est glorifié, des fois à l'insu des spectateurs et des volontaires, c'est vraiment de montrer, pas que je suis extraordinaire, mais qu'on est tous extraordinaires. Et comment faire ressortir cette force intérieure qu'on a à l'intérieur de nous, chacun et chacune. Et l'idée, c'est vraiment que ce spectacle soit dédié à cette prise de conscience de qui nous sommes et comment on peut libérer notre plein potentiel. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, l'hypnotiseur a un rôle, finalement un pouvoir qu'on lui attribue. En tout cas, l'hypnose de scène a généralement toujours été présentée de cette manière-là. Moi, ce que je veux faire, c'est présenter l'hypnose autrement, différemment, comment, de façon bienveillante, on peut faire passer une excellente soirée aux gens, qu'ils s'amusent tout en apprenant quelque chose de très important. Et je peux vous dire qu'à la fin du spectacle, chaque personne repartira avec une meilleure connaissance de soi. Alors on voit là justement des images qui sont toujours assez impressionnantes. Certaines personnes ont beaucoup de mal à y croire. On nous dit souvent, c'est des hypnotiseurs, ils ont payé les gens dans la salle. Vous répondez quoi ? Ce que je leur réponds, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, malheureusement pour ces gens-là, c'est plus une question de croyance. On sait que l'hypnose existe, les électroencéphalogrammes le prouvent en laboratoire, donc c'est plus une question de croyance, mais de compréhension. Et si les gens ouvrent leur esprit et comprennent ce qui se passe sur scène, ils peuvent changer leur vie. Ouais, c'est assez toujours impressionnant quand on vous entend parler. Byron, vous dites, vous êtes d'ailleurs un expert du subconscient. Il y a un côté très sérieux, mais en attendant, vous voulez faire rire les gens. Cette expertise du subconscient, comment vous la travaillez du coup ? Alors, c'est pas tant que je veux faire rire les gens que moi j'essaie de présenter cette approche nouvelle à l'hypnose de façon ludique. Et oui, pendant le spectacle, on s'amuse. Donc finalement, que je sois un expert, que je sois le meilleur expert ou le 10e meilleur expert, ça change rien du tout. Ce qui compte, c'est que j'ai une expertise que je peux faire en sorte de guider les gens pour éveiller quelque chose à l'intérieur d'eux. Et pendant le spectacle, je vais vraiment leur montrer comment ils peuvent faire ça. Mais c'est une matière qui vous fascine, j'imagine, qui vous intéresse, le subconscient, le mental des gens. Comment vous le travaillez ? Alors, ce que je fais, c'est que je descends moi-même dans un état hypnotique pour ensuite inviter les gens à se connecter à ma fréquence. Et là, nos univers intérieurs vont commencer à se mélanger, nos esprits vont se synchroniser et je vais pouvoir les guider vers cet univers intérieur. Et puis là, ils vont vivre vraiment dans une sorte de rêve lucide et ils vivront les aventures que je vais leur proposer comme s'ils y étaient réellement.
Alors là, au Théâtre du Léman, c'est une salle qui est assez impressionnante aussi, avec du public en nombre, plus de 1300 personnes qui peuvent être présentes. Le fait d'avoir beaucoup de personnes comme ça à gérer d'un coup, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous impressionne? Comment vous travaillez aussi ces salles différentes? Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi évolué dans ces jauges de spectacle. Exactement. Donc, c'est pas que ça m'impressionne à titre personnel. On est déjà monté jusqu'à plus de 1000 personnes. Mais ce qui se passe, c'est que quand on a beaucoup de monde, on doit vraiment créer comme un entonnoir afin de capter les personnes les plus réceptives. Parce que oui, il y a peut-être 1000 personnes dans la salle ou plus, mais il n'y a que 8 places pour vivre l'aventure sur scène. Donc je dois trouver parmi toutes ces personnes-là, les 8 personnes qui auront le plus de talent pour vivre cette expérience. Et on doit faire ça assez rapidement et on va y arriver. Ouais, trouver 8 personnes réceptives, c'est quoi une personne réceptive? Quelles sont peut-être ses caractéristiques? Comment vous les repérez dans la salle? Consciemment ou inconsciemment, il faut être prêt à vivre l'expérience ce jour-là. Je dirais que la première caractéristique, c'est de me faire confiance et d'ensuite avoir l'esprit ouvert pour que ces gens me laissent les guider. Et finalement, c'est une capacité d'imaginaire aussi à vraiment vivre ce que je leur demande de vivre. Mais ça veut dire quoi si on prend peut-être le caractère des personnes? C'est des personnes qui doivent avoir confiance en elles ou justement être plus imaginatives, peut-être des personnes qui n'ont pas peur du ridicule. C'est quoi peut-être le profil type d'une personne qui peut justement adhérer à cette expérience-là? Justement pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez être la personne la plus timide au monde, telle que moi je me définissais quand j'étais plus petit. Et vraiment, sous hypnose, il y a une sorte de dépassement de soi. Donc que vous soyez timide, extraverti, introverti, ça ne change rien. Quand vous êtes sous hypnose, vous pouvez choisir qui vous voulez être. Et c'est cette possibilité-là qui donne finalement l'opportunité à chacun et chacune de vivre ce phénomène. Byron, vous avez grandi dans la région. Parlons justement peut-être un petit peu de vous. Votre première expérience peut-être en tant que personne hypnotisée, c'était quoi? C'était comment? Racontez-nous. Je participais à un camp dans un cirque et un membre de la troupe a collé mes mains ensemble par la puissance de la suggestion. Donc c'est un test que je refais dans mon spectacle. Ça a complètement changé ma vie. J'avais 9 ans. Pour moi, c'était comme si la matrice s'enrayait devant mes yeux. J'ai vraiment eu la sensation d'entrer dans un autre monde et paradoxalement, ce monde intérieur me semblait être beaucoup plus réel que tout ce que j'avais perçu du monde extérieur jusqu'ici. Donc au lieu de me sentir endormi, l'image un petit peu stéréotype de l'hypnose, je me suis senti plus éveillé que jamais. D'autres personnes utilisent aussi l'hypnose aujourd'hui, même à titre médical. Vous en avez touché rapidement un mot au début. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous intéresseraient aussi peut-être de développer? Alors, personnellement, non, pas pour l'aspect thérapeutique, mais moi, uniquement dans l'aspect de développement personnel. En tout cas, c'est comment je le pratique pour le moment. Ce que je fais, c'est que j'offre une panoplie d'outils et de techniques à des entreprises afin qu'ils puissent améliorer leur concentration, leur mémoire, s'immuniser face au stress, au burn-out, se programmer pour réussir et toutes sortes de choses, mieux dormir la nuit. Donc ça, c'est vraiment des choses, des techniques que chacune peuvent apprendre. Je le fais en entreprise, je le fais aussi pour des individus. Mais moi, c'est vraiment dans une démarche de développement personnel au lieu de réparer des problèmes spécifiques. Vous avez des exemples peut-être dans la région d'entreprises justement qui ont pu faire appel à vos services? Alors, j'en ai quelques-uns sur mon site en termes de témoignages. Je ne peux malheureusement pas dévoiler des noms à cause de non seulement clause de confidentialité, mais surtout et aussi, et ça c'est intéressant, parce que d'autres personnes attribuent encore ces techniques des fois à une forme d'influence ou de manipulation. Donc moi, je veux protéger mes clients, mais je peux vous assurer qu'en l'occurrence, ça donne un avantage par rapport à la concurrence qui est indéniable. Bon, on n'en saura pas plus, mais peut-être savoir si notre région est réceptive à ce genre de pratique, ou est-ce que vous remarquez peut-être que, je ne sais pas, la Suisse allemande est peut-être plus réceptive chez nous? Est-ce que c'est une pratique qui est courante, où les gens font appel à ce genre de démarche? Les gens de chez nous sont très réceptifs. Ben oui. Voilà. Byron Leon, en tout cas, si vous le voulez voir sur scène avec son spectacle Fascination, c'est à voir au Théâtre du Léman le jeudi 7 décembre. Peut-être d'autres dates? On peut suivre évidemment tout ça sur vos réseaux sociaux, votre site internet. Exactement. Byron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Avant de vous quitter, puisqu'on vous parle culture, d'autres dates et d'autres propositions avec Odéby, un rappeur de Coppet, lui aussi. Regardez à l'image. Hello, c'est Odéby, j'espère que ça va bien. Alors on se retrouve le vendredi 8 décembre à la Parenthèse à Lyon pour un concert rap et impro rap avec un batteur, donc ce sera du live. Ça se passe à 22 h à la Parenthèse en collaboration avec la Galerie. Et si jamais vous aimez Noël, le 21 décembre, je serai en direct sur NRTV pour une émission spéciale Noël avec des surprises et pas mal d'impro rap. Ok? Eh ben à tout bientôt et vive la culture régionale. Ciao ciao!
Merci pour ce petit message au début. Donc vous avez bien pris note des dates à la maison. Et quant à nous en plateau, on se retrouvera donc pour cette émission spéciale Noël le 21 décembre. On se réjouit. D'ici là, en attendant, on se retrouve à partir de lundi. Belle suite de programmes et bon week-end à tous.